Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 au niveau de l'Union européenne. Et nous allons considérer au moins 3 dimensions pour aboutir à une solution durable de la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. J'ai parlé de 3 dimensions. La première dimension, c'est d'abord les cesser les faits. On doit d'abord faire tout pour que la guerre puisse s'arrêter et que toutes les armées, n'est-ce pas, toutes les armées étrangères puissent se retirer de notre territoire. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege, comme il a toujours fait, n'a cessé de proposer ou d'alerter le gouvernement à revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord que nous considérons comme étant l'un des accords les plus meilleurs qui allait dans le sens de rétablir la paix en faveur de la RDC et cela de façon durable. Madame Ranta, vous savez que... Je signale à nos téléspectateurs que l'accord d'Addis Abeba a été signé le un certain 24 février 2013. Ça fait exactement 12 ans aujourd'hui, ou 13 ans. 12 ans exactement. Il s'agit d'une initiative de paix visant à mettre fin au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et résoudre les causes profondes de la violence et de guerre à répétition à l'est de la République démocratique du Congo. Effectivement, c'est ça, vous parlez, la résolution des causes profondes, n'est-ce pas, des conflits que nous avons dans notre pays. C'est pour dire que depuis que nous avions tenté de différents accords et différents dialogues, on n'a jamais creusé les causes profondes de cette guerre. Et l'accord cadre d'Addis Abeba est l'un des accords nécessaires qui valorise et qui met en exergue comment arriver à trouver la paix et cela de façon durable. À Addis Abeba, il y avait différents acteurs qui sont destinataires de cet accord-là. Plus ou moins 15 signatures. Il y a eu 11, ceux qui ont ratifié... Il y a eu 11 États. Et après, il y a des États qui s'étaient ajoutés après la Kenya et un autre pays. Mais également, il y avait eu les institutions... L'Ouganda, le Rwanda, la RDC... Donc ça veut dire que les pays membres de CIRGL, donc tous les pays frontaliers, il y avait la RDC qui est pays agressé, il y avait aussi la communauté internationale à travers certaines institutions bilatérales, d'autres organisations sous-régionales et régionales, dont la SADC, l'Union européenne et l'ONU. Chaque parti, comme je le disais, Mme Ranta, avait pris des engagements. Ouais. Et quels étaient malheureusement tous les engagements que les différentes parties ont pris n'ont jamais été respectés. Voilà ce qui nous amène, n'est-ce pas, aujourd'hui à revenir sur la même situation. Ce qui veut dire que l'accord d'Addis Abeba a été un échec. L'accord d'Addis Abeba a été un échec parce que, comme je l'ai dit, aucune des parties n'a respecté ses engagements. Laissez-moi le temps d'expliquer quels étaient les engagements de chacune des parties. Pour la RDC, il faut bien comprendre, à ceux qui nous aider à comprendre ceux qui nous suivent, la RDC avait pris l'engagement, premièrement, de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez que l'autorité de l'État aujourd'hui pose problème. Vous pouvez circuler sur une distance de 500 km et ne pas trouver ne fût qu'un seul poste de la police ou un seul poste de forces armées. L'État n'a pas le contrôle total de tout le territoire, de toute l'étendue du territoire national. Ce qui fait que quand il y a des agresseurs, ils ont la facilité d'avancer comme s'ils étaient, n'est-ce pas, en marche de santé. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas présent. Donc, dans le cadre de cet accord-là, le gouvernement congolais avait pris cet engagement d'établir cette autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. De rétablir cette autorité de l'État. Ce qui n'a jamais été fait. Au-delà de ça, il a pris l'engagement de réformer l'armée et la police. Vous savez que notre armée, à travers toutes les tentatives qu'on a eu à avoir pour recouvrer la paix, nous avions eu plusieurs accords. Sun City, il y en a plusieurs. Lusaka, accord avec les M23. Mais tout ça aussi a fait à ce qu'on ait des brassages au sein de l'armée. C'est là que je voulais arriver. Ce qui a fragilisé l'armée congolaise. Tous ces accords-là ont facilité la fragilisation de notre armée parce que ce brassage a permis à ce que notre armée soit infiltrée, notre police soit infiltrée, notre service de renseignement et de sécurité soit infiltré au plus haut niveau. Ce qui tire aujourd'hui vers le bas l'efficacité de notre armée. Et depuis ce temps-là... Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en venant, a dit qu'il avait trouvé une armée structurée, forte. Aujourd'hui, si l'armée était structurée et forte, on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Très bien. C'est au regard de tout ce qu'il y a comme infiltration, tout ce qu'il y a comme désorganisation dans l'armée, ça fait que devant l'ennemi, notre armée soit en débandade. Et ça facilite l'avancement de l'ennemi. Ça veut dire qu'on devrait déjà commencer à travailler sur la réforme de l'armée et de la police. Et c'est là que Dr Denis Mukwege insiste. Il dit qu'il faut renforcer ou bien réformer l'armée
et la police. Et quand vous lisez le plan de la paix, le plan de paix édité par le professeur Denis Mukwege pendant la campagne, il a donné toutes les stratégies comme un breveté de l'état-major. Qu'est-ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, réformer l'armée? Et on regarde, pendant un certain moment, il y a eu, n'est-ce pas, les désarmements, il y a eu des mobilisations de certains militaires. Ça a taché toutes ces structures-là. On démobilise les gens qui ont eu l'habitude de manger derrière l'arme, mais on les laisse à la belle étoile. Et à présent, ces mêmes personnes-là qui ont été démobilisées, alors qu'il devrait normalement suivre la réinsertion. Ils devraient suivre l'insertion et les activités économiques. Mais tous ces gens-là, quand ils sont abandonnés, quand il y a des rébellions qui viennent, ils ont la facilité encore de revenir dans ces mouvements-là et ça nous amène encore à tourner à rond. Donc, on devrait travailler pour les réformes de l'armée. Ça, c'est l'engagement que nous avions pris. Le gouvernement congolais avait pris l'engagement de combattre toutes les forces négatives, tous les groupes armés en activité dans notre pays. Ça, c'est l'engagement que notre pays a pris. Et vous savez qu'en 2013, la M23 a été défait par le gouvernement congolais. C'était le début du processus. Oui. Et la MONUSCO, à travers la communauté internationale, avait pour mission, dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, d'accompagner les FARDC à combattre tous les groupes, tous les groupes armés. Aujourd'hui, on est dans une logique où le gouvernement congolais doit négocier avec les groupes armés. Alors que dans cet accord-là, le gouvernement congolais ne devrait pas... Mais au nom de la paix, il y a ceux qui pleurent, ceux que nous pleurons là-bas, de la partie des Congolais. Nous avions pris l'engagement, Madame Ranta, que nous devrons travailler pour la réforme des institutions. Toutes les institutions, y compris les institutions judiciaires. Vous savez, le chef de l'État lui-même a dit que la justice était malade. On devrait travailler pour réformer la justice. Il y a eu les états généraux de la justice. Les états généraux de la justice, madame, ça c'est une autre paire de manches. Vous savez que les états généraux que nous avions connus, ça a été pour des raisons politiques. Il y avait eu des états généraux en 2015, sous Tambwe Mwamba. Ces états généraux-là ont pondu presque les mêmes recommandations. Plus de 500 recommandations. 350 recommandations comme ça, que le même état généraux actuel de Moutamba ont pondu aussi. Ça veut dire que les recommandations passées, ça n'a jamais été mis en application. On parle aussi pour d'autres états généraux qui risquent aussi de ne pas aussi produire des effets. Nous avons pris l'engagement de réformer, n'est-ce pas, la justice au pays. De travailler pour le développement économique dans notre pays. Et quand vous regardez tous ces engagements pris par la RDC, aucun des engagements n'a été respecté. Et ça nous amène à être dans une situation où, d'une manière ou d'une autre, comme on n'a pas construit, par exemple, des